Des cycles puissants influencent la planète et on n'y peut rien. Dans cette vidéo, tu découvriras les bouleversements majeurs qui sont en train de se produire et qui vont influencer nos vies. Alors reste jusqu'à la fin, bienvenue à tous. Tout va changer, et ce, encore et encore, car il existe plusieurs cycles qui s'étendent parfois sur des millénaires. Certains de ces cycles se déroulent dans l'espace, par exemple le mouvement de notre système solaire autour du centre de la galaxie. Il y a aussi les cycles de Milankovitch qui font notamment varier l'orientation de l'axe terrestre sous l'effet des influences gravitationnelles au sein du système solaire. D'autres cycles sont purement terrestres, comme les phénomènes météorologiques El Niño et La Niña qui modifient le climat de toute la planète, ou encore le cycle de notre noyau terrestre qui n'est pour l'instant presque pas compris. Ce qui est sûr, c'est que tous ces cycles déterminent inévitablement notre destin. Commençons tout de suite par le plus grand. Comment notre système solaire se déplace-t-il réellement à travers la galaxie? La Terre tourne autour de notre étoile à une vitesse moyenne de 30 km par seconde. Et la plupart des représentations du système solaire se limitent justement à ce mouvement des planètes autour du Soleil. Mais ce n'est pas tout, loin de là, car il faut absolument prendre en compte le mouvement de l'ensemble du système solaire au sein de la galaxie, la Voie lactée. Notre Voie lactée est notre foyer cosmique et se compose d'au moins 100 à 200 milliards de systèmes stellaires. Notre système solaire en fait partie et toutes ces étoiles sont engagées dans une sorte de danse galactique, un rythme que l'on appelle l'année galactique. Elles tournent autour du centre de la Voie lactée et notre système solaire met 225 millions d'années pour effectuer un tour complet. Au début de cette année galactique, il y avait donc encore des dinosaures sur Terre. Les planètes tournent certes autour du Soleil, mais elles le suivent dans son parcours autour du centre de la galaxie. Mais l'univers ne s'arrête pas derrière notre galaxie. Il existe encore des milliards d'autres galaxies qui sont pour la plupart regroupées en ce qu'on appelle des amas de galaxies, lesquels forment à leur tour des superamas. Au sein de notre amas de galaxies, le groupe local, différentes galaxies et galaxies naines s'attirent par gravité. L'effet le plus fort est ici l'attraction entre notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, encore plus grande. Les deux foncent l'une vers l'autre en ce moment même et fusionneront dans quelques milliards d'années pour former une supergalaxie. On doit donc aussi prendre en compte dans notre mouvement le rapprochement avec la galaxie d'Andromède. Les deux galaxies, et nous qui faisons partie de la Voie lactée, se rapprochent l'une de l'autre à environ 109 km par seconde. Mais comme je l'ai déjà mentionné, il existe d'autres amas de galaxies qui nous influencent aussi par leur immense gravité. Les autres galaxies et amas de galaxies proches de nous exercent tous une force d'attraction sur nous. Et même les amas de matière très éloignés dans l'espace lointain exercent encore une force gravitationnelle. D'après nos calculs, toutes ces structures lointaines semblent provoquer ensemble un mouvement supplémentaire d'environ 300 km par seconde, mais dans une direction légèrement différente de celle des autres mouvements. Mais il y a encore un mouvement dont presque personne n'a conscience et qui est causé par le grand vide. Pour chaque atome ou particule de matière dans l'univers qui se concentre dans une région surdensifiée, comme les zones où se trouvent de nombreux amas de galaxies, il existe aussi des régions qui ont perdu la même quantité de masse. Et ces régions exercent donc une gravité moindre. Quand on a une grande zone de l'espace avec moins de matière que la moyenne, l'absence de force d'attraction agit comme une force de répulsion. Dans notre voisinage cosmique, en face de l'endroit où se trouve la plus grande surdensité près de nous, il y a un grand vide de faible densité. Comme on se trouve entre ces deux régions denses, les forces d'attraction et de répulsion s'additionnent, chacune atteignant environ 300 km par seconde, ce qui donne un total avoisinant les 600 km par seconde. Si tu additionnes tous ces mouvements, c'est-à-dire la rotation de la Terre sur elle-même, la rotation de la Terre autour du Soleil, le mouvement du Soleil autour du centre galactique, le mouvement de la Voie lactée et de la galaxie d'Andromède l'une vers l'autre, et le groupe local qui est attiré par les régions surdensifiées et repoussé par les moins denses, tu obtiens un chiffre qui indique à quelle vitesse on se déplace réellement à travers l'univers à un moment donné. Et ce mouvement global est de 368 km par seconde dans une direction donnée à plus ou moins 30 km par seconde près, selon la saison et la direction dans laquelle la Terre se déplace à ce moment-là. D'ailleurs, ce mouvement peut aussi être confirmé par les mesures du fond cosmologique micro-ondes, c'est-à-dire le rayonnement riche en énergie datant des débuts de l'univers. Le fond cosmologique micro-ondes semble plus chaud dans la direction où on se déplace et plus froid dans la direction opposée à notre mouvement. Mais si on ne prend plus notre système solaire comme point de référence, mais par exemple le groupe local, on peut alors calculer que notre groupe de galaxies, c'est-à-dire la Voie lactée,
Andromède, la galaxie du triangle et toutes les galaxies naines se déplacent à environ 727 km par seconde par rapport au fond cosmologique micro-ondes. Tout dépend donc toujours de la perspective. Aucune représentation n'est tout à fait juste ou tout à fait fausse. Notre système solaire est donc une sorte de balle cosmique, ballottée dans tous les sens par toutes sortes d'influences gravitationnelles. Regardons maintenant notre Soleil de plus près. C'est une gigantesque centrale à fusion, face à laquelle on est en principe totalement sans défense, et bien sûr, le comportement du Soleil influence massivement le climat sur Terre. Le champ magnétique du Soleil résulte de courants complexes de particules chargées qui se produisent à l'intérieur du Soleil. Ce champ magnétique est certes étonnamment globalement plus faible que celui de la Terre, mais il n'en reste pas moins d'une grande importance pour les processus au sein du système solaire. Le Soleil suit un cycle d'activité d'environ 11 ans, connu sous le nom de cycle des taches solaires. Au cours de ce cycle, le nombre et l'intensité des taches solaires qui apparaissent à la surface du Soleil varient, ce qui est étroitement lié au champ magnétique solaire. Lorsque l'activité solaire approche de son maximum, un phénomène remarquable peut se produire, un renversement des pôles solaires. Cela signifie que ce qui était auparavant le pôle nord magnétique du Soleil devient le pôle sud et inversement. Ce phénomène s'accompagne d'une activité de taches solaires accrue et d'une probabilité plus élevée d'éruptions sur le Soleil. Ces éruptions peuvent à leur tour projeter d'énormes quantités de particules chargées et de rayonnements hautement énergétiques dans l'espace, ce qui a alors des répercussions sur ce qu'on appelle la météo spatiale dans tout le système solaire. En décembre 2024, par exemple, un gigantesque trou s'est formé sur le Soleil, d'où un rayonnement hautement énergétique a été projeté vers la Terre. C'est donc ça l'inversion des pôles solaires. Mais la même chose peut aussi se produire sur Terre. Nous aussi, on a un champ magnétique et celui-ci agit comme une sorte de force invisible qui nous protège. Il s'étend de l'intérieur de notre planète jusqu'au fin fond de l'espace et joue un rôle important dans la protection de la Terre contre les rayonnements cosmiques nocifs et le vent solaire. Sans le champ magnétique terrestre, les rayonnements cosmiques à haute énergie nous grilleraient, si bien qu'aucune forme de vie complexe ne se serait probablement développée sur Terre. Le champ magnétique terrestre est généré par la dynamo terrestre, c'est-à-dire par des courants de fer et de nickel liquide dans le noyau externe de la Terre, situé sous le manteau terrestre solide. Ces courants génèrent des courants électriques qui, à leur tour, créent le champ magnétique qui entoure la Terre. Ce champ magnétique possède un pôle nord et un pôle sud, qui se trouvent généralement près des pôles géographiques de la Terre, mais pas nécessairement exactement dessus. Le champ magnétique terrestre est tout sauf statique. Il subit des changements continus au fil du temps et peut même s'inverser. Pendant un tel renversement de polarité, le champ magnétique traverse une période d'instabilité au cours de laquelle la polarité s'inverse. Seulement, le processus est beaucoup plus lent que sur le Soleil. Sur Terre, on parle de milliers d'années. Pendant cette période, le champ magnétique terrestre s'affaiblit et peut même présenter localement des zones plus faibles ou plusieurs pôles avant d'atteindre finalement sa nouvelle orientation. Ça peut avoir des conséquences énormes sur la Terre, car quand le champ magnétique s'affaiblit, plus de rayonnement cosmique atteint la Terre et est aussi redirigé vers d'autres endroits. Ça peut alors paralyser toute la technologie et, selon l'intensité du rayonnement, entraîner aussi des problèmes de santé importants. Les chercheurs pensent que le renversement des pôles est assez proche à l'échelle cosmique car le pôle nord magnétique se déplace de plus en plus vite ces dernières années. De plus, une anomalie magnétique s'est développée au-dessus de l'hémisphère sud, appelée anomalie de l'Atlantique Sud, un point faible du champ magnétique qui ne cesse de s'étendre. Certains chercheurs y voient des signes d'un renversement de polarité imminent. En résumé, le renversement de polarité solaire est un événement à court terme lié au cycle des taches solaires de 11 ans. Il est directement lié à l'activité à la surface du Soleil et aux taches solaires. Le renversement des pôles du champ magnétique terrestre, en revanche, est un processus à long terme qui s'étend sur des milliers d'années. Ce processus est lié au courant de fer liquide dans le noyau externe de la Terre et n'a aucun rapport direct avec l'activité solaire ou le champ magnétique solaire. Mais il est également clair que la Terre et le Soleil sont liés magnétiquement. Le champ magnétique terrestre est constamment influencé par le Soleil et l'activité solaire influence même des processus bien plus vastes comme la taille exacte de ce qu'on appelle l'héliosphère, la zone dans laquelle le Soleil repousse le milieu interstellaire grâce à son propre rayonnement, nous créant ainsi une bulle protectrice dans laquelle nous voyageons à travers la galaxie. C'est pourquoi l'un des effets les plus passionnants de l'inversion des pôles solaires est son influence sur le champ magnétique interplanétaire. Lorsque le Soleil inverse ses pôles, ce changement se propage à travers tout le système solaire. Le champ magnétique interplanétaire, qui transporte le vent solaire, est également influencé par cette inversion. Et cela peut entraîner une modification du niveau du champ magnétique interplanétaire et faire varier les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère de planètes comme
La force et les caractéristiques du champ magnétique terrestre sont donc directement influencées par ces processus solaires. Les théories selon lesquelles les variations du champ magnétique solaire peuvent influencer le champ magnétique terrestre en modifiant le rayonnement cosmique qui atteint la Terre et que cela, à son tour, affecte le climat et les processus géologiques terrestres sont incroyablement fascinantes, mais ont en réalité été peu étudiées. Cependant, d'après les connaissances actuelles, il est peu probable qu'une inversion des pôles solaires déclenche une inversion des pôles terrestres. Ce n'est pas seulement le Soleil, mais toute la structure du système solaire qui influence la Terre. On résume cela dans ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, un sujet incroyablement complexe mais qui influence massivement la vie sur Terre depuis le tout début. Pour comprendre ça, on va d'abord expliquer rapidement comment se forment les saisons auxquelles on est habitué. La Terre tourne sur son axe tout en tournant autour du Soleil, mais son axe n'est pas tout à fait perpendiculaire à cette orbite. L'axe de la Terre est incliné d'environ 23,5 degrés. Du coup, une partie de la Terre est plus exposée au Soleil et l'autre partie moins. C'est cette variation de l'angle d'incidence de la lumière du Soleil qui donne naissance aux saisons. Dans la plupart des explications, on se limite à ce mouvement de la Terre autour du Soleil, mais c'est très incomplet, car il y a bien d'autres corps célestes dans notre système solaire, et ils s'influencent tous plus ou moins fortement les uns les autres. Même si le Soleil représente 99% de la masse du système solaire, et qu'il est donc clairement la force gravitationnelle la plus puissante, la gravité des autres objets agit aussi sur nous. La Lune, bien sûr, mais aussi Jupiter, la planète la plus massive, Saturne, et dans une mesure bien moindre, les autres planètes. Ils s'attirent et se tirent les uns les autres, ce qui a des répercussions sur notre Terre, plus précisément sur l'inclinaison de l'axe terrestre, sur la forme exacte de notre orbite et sur le plan de l'écliptique, le plan de l'orbite des planètes. Tous ces facteurs sont soumis à des cycles complexes mais réguliers en raison des influences physiques au sein du système solaire. Et ce sont les cycles de Milankovitch. C'est le mathématicien et géoscientifique serbe Milutin Milankovitch qui a été le premier à le découvrir dans les années 1920. On parle donc ici de plusieurs cycles astronomiques qui influencent massivement notre planète et le climat. Et malgré cette importance immense, le grand public n'en a probablement jamais entendu parler. Le cycle de Milankovitch peut être le plus important est le cycle elliptique. Sur une période de 100 000 ans, l'orbite de la Terre autour du Soleil devient tantôt moins elliptique, tantôt plus elliptique. Logiquement, plus l'orbite est circulaire, plus la température sur Terre est stable. Quand l'orbite prend une forme ovale, il y a de fortes variations de température et les températures maximales dans les deux sens deviennent plus extrêmes. Actuellement, les étés ont tendance à ne pas être particulièrement chauds et les hivers à ne pas être particulièrement froids. Car nous vivons actuellement dans une phase plutôt circulaire du cycle de Milankovitch. Si, au cours des 10 000 prochaines années, l'orbite terrestre devient plus elliptique, ces tendances saisonnières s'intensifieront et les hivers et les étés atteindront des niveaux bien plus extrêmes. Mais ce n'est pas si simple que ça, car il y a d'autres cycles de Milankovitch comme le cycle de précession qui influence l'axe de la Terre. On vient justement de voir que l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés et que c'est ce qui donne naissance aux saisons. Dans le cadre du cycle de précession, l'axe de la Terre effectue une sorte de mouvement circulaire qui dure 26 000 ans. C'est d'ailleurs pour ça que l'étoile polaire n'est pas toujours l'étoile polaire. Il y a quelques milliers d'années, l'axe de la Terre pointait encore vers un tout autre endroit. Dans un peu moins de 13 000 ans, l'été et l'hiver s'inverseront dans les hémisphères respectifs. Il existe encore une multitude d'autres cycles de Milankovitch, certains moins importants, d'autres plus. Et l'interaction de tous ces cycles conduit à quelque chose d'aussi étrange qu'effrayant, les périodes glaciaires. Certains cycles de Milankovitch coïncident parfaitement avec les périodes glaciaires de l'histoire de la Terre. Par exemple, un cycle au cours duquel, sur une période de 100 000 ans, le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil monte et descend par rapport à l'équateur solaire. On ne sait pas encore exactement comment cela peut déclencher des périodes glaciaires, mais la coïncidence temporelle est si parfaite que les scientifiques sont convaincus qu'il existe un lien. Une théorie avance que, sur son orbite plus inclinée autour du Soleil, la Terre traverse un nuage de poussière cosmique qui bloque une partie de la lumière solaire, entraînant ainsi des températures moyennes nettement plus basses. Ça veut donc dire que ce n'est qu'une question de temps avant que la Terre, dans le cadre de ce cycle de Milankovitch, ne modifie le plan de son orbite, que les températures moyennes baissent et qu'une période glaciaire nous attende. C'est là qu'un dernier cycle de Milankovitch entre en jeu, et c'est celui-là qui va très probablement nous apporter la période glaciaire. Je parle du cycle axial. Le cycle axial entraîne une modification de son angle d'inclinaison. Les 23,5 degrés dont on vient de parler sont eux aussi instables. Au cours du cycle axial de Milankovitch qui dure 41 000 ans, l'angle d'inclinaison de l'axe terrestre varie entre 22,1 et 24,5 degrés. On se trouve actuellement dans la partie du cycle
Conséquence, aucune partie de la Terre n'est plus orientée de manière extrême vers le Soleil. La glace de l'hiver ne fond alors presque plus en été. Plus il y a de glace à la surface de la Terre, plus la lumière du Soleil n'est plus absorbée mais renvoyée dans l'espace. Un processus qui s'amplifie et qui finit par mener à une période glaciaire. On vit actuellement une brève période de réchauffement qu'on appelle aussi l'Holocène interglaciaire, une courte période d'exception au climat doux qui a commencé il y a un peu moins de 12 000 ans. C'est donc une brève anomalie au sein d'une période glaciaire plus longue. Et grâce au cycle de Milankovitch, cette anomalie prendra fin un jour et la période glaciaire qui règne actuellement reprendra le dessus. Cela pourrait toutefois prendre encore quelques millénaires, ce qui, d'un point de vue géologique et cosmique, n'est bien sûr pas long du tout. Et bien sûr, il faut tenir compte du fait que, comme on le sait, les activités humaines ont aussi un impact sur le climat. Quant à la relation entre l'effet de serre anthropique et les cycles de Milankovitch, on n'en est encore qu'au tout début de la recherche. Pour finir, on va plonger au plus profond de la Terre. Le noyau terrestre reste en effet encore très mystérieux et inexploré. Et quand les scientifiques ont constaté qu'on recevait un signal de là-bas à intervalles réguliers, ils ont été très surpris. Tout a commencé en 2019 lorsque des chercheurs chinois de Wuhan ont mesuré des valeurs très étranges au niveau du noyau terrestre. Ils ont constaté qu'il y avait une fluctuation qui se produit environ tous les 8,5 ans et qu'on pourrait qualifier de tremblement du noyau. Au total, la Terre se compose de 3 couches principales, la croûte, le manteau et le noyau. Ces couches ont des densités différentes et présentent des propriétés chimiques et physiques variées, influencées par des processus géologiques tels que la tectonique des plaques et le volcanisme. Le noyau terrestre est la couche la plus interne, composée de fer et de nickel, et présente une température d'environ 5500 degrés. On divise le noyau en 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe mesure environ 2300 km d'épaisseur et est liquide, tandis que le noyau interne est solide et ne mesure que 1200 km de diamètre. Les modèles précédents partaient du principe que le noyau terrestre tournait sur le même axe que le manteau terrestre, car ces 2 couches devaient présenter une répartition uniforme de la densité. Mais maintenant, il faut oublier toutes ces idées sur l'intérieur de la Terre, car ce que les chercheurs chinois ont découvert est assez révolutionnaire. En cartographiant avec précision de minuscules variations dans la rotation de la Terre, ils sont parvenus à une explication révolutionnaire. Le noyau terrestre pourrait en fait former un angle avec le manteau. Plus précisément, le noyau terrestre présente une inclinaison de 0,17 degrés par rapport au manteau. Howding, l'un des principaux chercheurs de cette nouvelle étude, explique « Les résultats des oscillations libres de la Terre suggèrent que les structures de densité à l'intérieur de la Terre sont très hétérogènes, ce qui rend peu réaliste l'hypothèse d'une répartition uniforme de la densité. » L'une des conclusions les plus passionnantes de ce travail de recherche est l'hypothèse selon laquelle le noyau interne de la Terre serait plus dense et plus lourd dans l'hémisphère nord-ouest que dans d'autres régions. Et c'est justement cette répartition asymétrique de la densité et de la masse qui pourrait expliquer pourquoi le noyau terrestre semble vaciller tous les 8,5 ans. Ding dit, cela implique un angle de rotation différentielle du noyau interne de moins de 1 degré vers l'est et un désalignement des axes de symétrie de la couche limite entre le noyau inférieur du manteau et le manteau supérieur. Et ça a vraiment des conséquences incroyables sur de nombreux autres processus sur Terre. Prenons par exemple l'axe de la Terre. Si le noyau terrestre bougeait effectivement tous les 8,5 ans et que ce mouvement s'accompagnait d'une inclinaison du noyau par rapport au manteau, ça pourrait bien avoir des répercussions sur la stabilité de l'axe de la Terre. Un changement d'inclinaison du noyau terrestre pourrait théoriquement entraîner une modification de l'inclinaison de l'axe terrestre au fil du temps. Mais ces dernières années, l'axe terrestre s'est d'ailleurs comporté de manière très étrange. Depuis le milieu des années 90, son mouvement de dérive a en effet considérablement changé. Il s'est déplacé d'environ 10 degrés vers l'est. Jusqu'à présent, les scientifiques étaient assez perplexes face à ce phénomène. Mais peut-être que ces nouvelles recherches sont la pièce manquante du puzzle, et que le mouvement de l'axe terrestre est dû au processus étrange qui se déroule à l'intérieur de la Terre. Et puis, il y a bien sûr aussi l'impact potentiel sur le champ magnétique terrestre. Comme on le sait déjà, le champ magnétique terrestre est principalement généré par un processus de type dynamo dans le noyau liquide externe de notre planète, alimenté par les mouvements du métal en fusion. Et on sait aussi que ce champ magnétique est d'une importance cruciale pour la vie sur Terre, car il nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace. Si le noyau terrestre tremble tous les 8,5 ans,
ce qui pourrait même modifier la densité ou la répartition de la masse au sein du noyau. Cela pourrait évidemment avoir des conséquences sur les courants dans le noyau liquide et ainsi influencer très directement le processus de dynamo et le champ magnétique terrestre. Un effet possible pourrait être une modification de l'intensité ou de la direction du champ magnétique. Et ça pourrait à son tour avoir des répercussions sur la navigation des animaux, le fonctionnement des appareils électroniques et la propagation des rayonnements cosmiques. De plus, les secousses du noyau terrestre pourraient aussi entraîner une instabilité du champ magnétique. Je pourrais imaginer que ces nouvelles propriétés du noyau terrestre jouent au moins un rôle dans le comportement étrange du champ magnétique ces dernières années. Pour rappel, la dérive du pôle nord magnétique s'est de plus en plus accentuée ces dernières années. Les scientifiques interprètent cela comme un signe que le champ magnétique s'affaiblit et se rapproche d'une inversion des pôles. L'anomalie G. Ajonashikake. L'anomalie de l'Atlantique Sud, une zone de faiblesse du champ magnétique, prend également de plus en plus d'ampleur. Tous ces signes indiquent que les pôles magnétiques nord et sud s'apprêtent à échanger leur place. Et peut-être que le balancement rythmique du noyau terrestre est justement une pièce de ce puzzle géomagnétique. J'espère que vous êtes désormais des experts absolus en cycle terrestre. Dès que l'un de ces effets se fera sentir sur Terre, je te le ferai savoir immédiatement. Bien sûr, tu ne seras au courant que si tu suis la chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder la prochaine vidéo, elle est comme toujours super passionnante. En bas à gauche, tu trouveras également l'Astroshop où tu pourras te procurer des articles adaptés à chaque cycle. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi.